Qu'est-ce que comprendre un philosophe? Vaste question, n'est-ce pas? Intuitivement, vous et moi pourrions rétorquer qu'il s'agit simplement de comprendre les idées du philosophe, voire son système de pensée. Mais figurez-vous que dans l'ouvrage « Qu'est-ce que comprendre un philosophe » de Ferdinand Alquier, la question est posée telle qu'elle. Et sa manière d'y répondre n'est pas celle à laquelle tout le monde s'attend. À travers une réflexion qui s'étale sur 50 petites pages, le philosophe nous aiguille en douceur vers ce qui semble être la clé de la pleine compréhension des philosophes. S'agit-il d'apprendre à les connaître? Suffit-il de comprendre leur système de pensée? Ferdinand Alquier vous dira que ça ne suffit pas. Et la suite vous surprendra. Pour répondre à la question posée, je vous propose un plan en 3 étapes, et directement inspiré du livre en question. Tout d'abord, revenir sur ce qui caractérise une œuvre philosophique, comme celle-ci, puisque c'est par ce biais que les philosophes partagent leurs réflexions et tentent de se faire comprendre. Ensuite, se rapprocher du philosophe lui-même, donc celui qui est à l'origine de l'œuvre philosophique, afin de repérer ce qui fait sa singularité, mais surtout nous rapprocher des outils qui vont nous permettre de le comprendre. Enfin, et comme toujours, nous tenterons d'aller au-delà du sujet posé, au-delà de la compréhension du philosophe lui-même, aller vers ce qui fait l'essence de la philosophie en somme. Mais vous verrez vite que tout cela est très lié. Pour commencer, intéressons-nous à là où tout commence, l'œuvre, la production philosophique dans laquelle est contenue la pensée du philosophe, ainsi que tout ce qui sous-tend cette dernière. Nous descendrons ensuite crescendo dans les ténèbres du monde de la pensée. Si je vous demande ce qui caractérise une œuvre philosophique, que me répondrez-vous? On pourrait dire qu'un ouvrage philosophique a vocation à faire réfléchir. Oui. Qu'il a été écrit par une personne désireuse de faire avancer les réflexions des autres en partageant les siennes? Très juste. Vous ne voyez rien d'autre? Comme ça, là, pas trop. Eh bien, contrairement aux romans, aux récits et autres poèmes, l'ouvrage philosophique a ceci de particulier qu'il essaye de repérer une vérité antérieure à l'écriture de cet ouvrage. En effet, le propre d'une œuvre philosophique consiste à saisir une partie de la réalité. J'oserais presque dire une vérité à part entière. Vérité à part entière qui existe bien avant l'apparition de l'ouvrage en question et qui constitue par la même occasion sa raison d'être. Pour prendre un exemple, le discours de la méthode de Descartes n'est pas juste une autobiographie de Descartes et une transcription de ses réflexions. C'est un outil de recherche d'une vérité bien antérieure à l'œuvre de Descartes. De même pour l'éthique de Spinoza et la critique de la raison pure de Kant, qui ne peuvent se résumer, in fine, aux simples réflexions de leurs auteurs. Partant de ça, notre première chance de comprendre le philosophe n'est pas de se contenter de cet ouvrage comme une œuvre déconnectée du reste, comme un simple recueil de pensées. Il faut, au contraire, chercher à partir de l'œuvre en question pour atteindre la vérité qui dépasse l'ouvrage. Par image, l'œuvre philosophique serait une porte d'entrée, un point de vue direct sur une vérité universelle. Cette vérité universelle, ce peut être l'existence ou l'inexistence de Dieu, le fonctionnement du temps ou que sais-je encore. Et c'est d'ailleurs cette notion de point de vue qui est intéressante ici. L'ouvrage philosophique ne se veut pas exhaustif et objectif au possible, bien au contraire. Il est une porte d'accès selon un angle bien précis, angle qui est propre à chaque philosophe. Une porte d'accès à l'étude d'une vérité universelle, que l'auteur aborde à travers son propre prisme. Par conséquent, l'ouvrage philosophique nous amène à un sujet beaucoup plus essentiel et fondamental que l'ouvrage et le philosophe eux-mêmes. Et cet ouvrage passe par le point de vue du philosophe qu'on est en train de lire justement. Du coup, pour comprendre un philosophe, ne suffit-il pas de comprendre comment le philosophe se positionne face à la vérité qu'il recherche? Oula, pas si vite mon garçon. Il y a ici 2 éléments importants. Le premier, c'est la vérité que recherche le philosophe à travers ses écrits. Le deuxième, c'est la pensée même du philosophe. Sa psychologie, c'est le terme qu'utilise Ferdinand Alquier lui-même. En parlant de comprendre comment le philosophe se positionne face à la vérité qu'il recherche, je suppose que vous faites référence à sa psychologie. C'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est pas bon? Alors si, c'est très bon. Mais en quoi ça va vous permettre de comprendre le philosophe en question? Si l'on reprend le cas de Descartes, en quoi comprendre la psychologie de Descartes va vous permettre de comprendre le philosophe lui-même? Vous pouvez en effet très bien découvrir que Descartes est rationnel, ou qu'il essaye de l'être, qu'il a une pensée différente de celle de ceux qui l'entourent. Mais en quoi ça va nous aider à le comprendre? Alors bien sûr qu'il est essentiel de comprendre la psychologie de Descartes pour comprendre sa philosophie. Mais la compréhension de sa philosophie dépasse largement sa psychologie. La compréhension de sa philosophie dépasse sa psychologie parce qu'elle implique beaucoup plus d'éléments qu'une simple vérité à saisir, ainsi qu'une psychologie, une personnalité qui lui est propre. Vous voyez ainsi que
Comprendre un philosophe, ce n'est ni comprendre la vérité impersonnelle et comme mathématique qu'il énonce, ni comprendre sa pure particularité psychologique. Du coup, une œuvre philosophique nous en apprend beaucoup sur la psychologie du philosophe et la vérité universelle qu'il recherche, mais elle ne suffit pas, puisqu'on ne peut pas se satisfaire de ces deux éléments pour comprendre un philosophe et sa philosophie. Mais alors, qu'est-ce donc que comprendre un philosophe ? Il y a un élément essentiel dont nous n'avons pas encore parlé. Je vous ai dit précédemment que l'œuvre philosophique est comme une porte d'accès, un point de vue sur une vérité fondamentale. Je vous ai dit aussi que la raison d'être d'une œuvre philosophique est de nous rapprocher de cette vérité universelle recherchée. Mais savez-vous ce qu'il y a entre l'ouvrage et la vérité universelle justement ? Bah, le philosophe ? Exactement. Et c'est lui-même qui va nous intéresser maintenant. Quand on parle de compréhension du philosophe, on parle souvent de compréhension du système du philosophe. Dans le cas de la compréhension de Descartes, par exemple, on nous dira qu'il faut comprendre le cartésianisme. Dans le cas de la compréhension des stoïciens, on nous dira qu'il faut comprendre pleinement le stoïcisme, autrement dit, le système de pensée et de croyance des stoïciens. Mais en fait, c'est encore une erreur, encore un raccourci. Comprendre le système seul d'un philosophe ne suffit pas pour comprendre le philosophe et sa philosophie. Ce qu'il nous faut découvrir, c'est une universalité subjective. Et là, le terme universalité subjective est très intéressant. Ce qu'il exprime, c'est à la fois quelque chose d'universel, la vérité que nous avons exprimée plus tôt. Or, il exprime aussi l'idée d'une subjectivité, de quelque chose de propre au philosophe lui-même. Le problème, l'erreur dont nous sommes victimes, consiste à vouloir comprendre à tout prix le système du philosophe. Mais le système, il n'existe que parce que nous avons nous-mêmes cherché à catégoriser la pensée du philosophe. Et comme nous le dit très bien Ferdinand Alquier, c'est un contresens terrible. Il nous semble que le but de Descartes a été d'écrire le système de Descartes, de fonder le cartésianisme, et que le but de Kant a été de constituer ce que nous appelons le kantisme. Or, cette erreur me fait penser à l'histoire des fameux chevaliers, dont on suppose qu'ils disaient « nous autres chevaliers du Moyen-Âge ». Les chevaliers du Moyen-Âge ne savaient pas qu'ils étaient des chevaliers du Moyen-Âge, et Descartes, en ce sens, n'était pas cartésien. En effet, Descartes ne voulait pas fonder un système qui fût le système de Descartes. Il voulait trouver la vérité, ce qui est tout à fait différent. Et il cherchait cette vérité avec une sincérité complète. Kant et Berkeley faisaient de même. Ici réapparaît l'idée de recherche d'une vérité, l'idée de découverte et de compréhension de quelque chose qui dépasse tout philosophe, tout humain. Bah oui, le but du philosophe n'est pas de fonder un système, il s'en fiche du système. L'idée est de découvrir une vérité, de mieux la formuler pour mieux la comprendre. Et entre cette vérité et le philosophe, que se trouve-t-il ? Une réflexion permettant d'amener le philosophe vers la compréhension de cette vérité justement. Je pense que nous gagnerions à être plus précis. Entre le philosophe et la vérité qu'il recherche, il y a une démarche. Je pense que si nous voulons vraiment comprendre le philosophe, si nous voulons comprendre cette liaison intime entre une vérité universelle et une subjectivité personnelle, nous devons chercher cette compréhension. Non pas au niveau du système, mais au niveau de la démarche, ou des démarches, dont le système est né. Bien sûr que connaître la vie, la psychologie et l'histoire du philosophe nous aide à mieux comprendre le lien qui existe entre la vérité qu'il recherche et sa philosophie, et accessoirement le lien qu'il y a entre le philosophe et sa philosophie. Pour autant, cela ne vaut rien si l'on ne considère pas la démarche qui est celle du philosophe, cet appel au monde qui est le sien. La démarche du philosophe vient avant ses idées, son système et les découvertes qu'il fait. Elle est une composante essentielle du travail du philosophe, sans laquelle il ne serait pas philosophe. C'est même cette démarche qui conditionne l'émergence des idées qu'il va découvrir. Si l'on reprend l'exemple de ce bon vieux Descartes, la démarche qui était la sienne était de prouver l'existence de Dieu et d'atteindre le vrai. Entendu ici que le vrai est constitué de toutes les connaissances étudiées méthodiquement et rationnellement. Sachant cela, la lecture des travaux de Descartes prend une toute autre saveur puisqu'alors elle n'est plus qu'un simple système de pensée, qu'un simple travail de recherche, mais une quête à part entière, une démarche propre à Descartes en particulier, mais qui peut tous nous concerner. Et c'est là que l'idée d'universalité subjective prend tout son sens. Le philosophe lance un appel au monde. Cet appel, c'est celui d'une personne solitaire, qui sent que sa propre solitude est celle d'une vérité universelle, encore difficile à saisir par l'esprit humain. L'appel de Descartes, c'est ce qui l'a amené à construire son œuvre, et in fine, à construire une méthode d'analyse critique à la base des sciences modernes. Cette démarche donc, qui naît de l'appel que lance le philosophe au monde, est absolument essentielle à comprendre si l'on veut comprendre le philosophe,
puisqu'elle est à la fois le volant et le moteur de sa pensée, car elle anime et dirige sa pensée. Pour mieux comprendre les stoïciens, il est indispensable de savoir qu'ils travaillaient à l'atteinte de la vie vertueuse. C'était la démarche dans laquelle ils s'inscrivaient. De même pour Socrate, qui, lui, cherchait simplement à démêler le vrai du faux pour atteindre le vrai. Bref. Voici bien un élément essentiel qui est pourtant très peu présenté au grand public tel quel. Comprendre un philosophe, c'est en partie comprendre comment il est devenu philosophe et pourquoi est-ce qu'il le reste. Comprendre un philosophe, c'est saisir sa démarche, autant son commencement et l'entretien qu'on en fait, ainsi que sa finalité. De fait, comprendre un philosophe implique l'idée d'une discussion, d'un échange entre soi et soi-même, entre soi et les esprits extérieurs. L'essence même de la philosophie, c'est le dialogue, nous dit Monsieur Alquier. Le dialogue, c'est l'essence même de la philosophie car c'est le prérequis à toute réflexion, à toute idée, à toute avancée. Ainsi, lire les philosophes sans les questionner, voire sans se questionner soi, c'est s'assurer une incompréhension totale des œuvres en question, et des philosophes par extension. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Platon a utilisé des dialogues. En effet, les dialogues permettent d'utiliser au mieux le questionnement, la remise en question, la nuance, l'approfondissement de la réflexion, ce qui est idéal à l'avancée de la pensée sur des sujets proprement philosophiques, vous en conviendrez. Mais c'est génial! C'est pour ça que je suis dans vos vidéos du coup? Ah non, non, vous c'est juste parce que vous êtes pratique et que je peux me défouler un petit peu. Ah. Par contre, vous avez un super avantage que je me dois de souligner. Ah, ouais, lequel? Votre laideur. Elle me met en avant par effet de contraste, c'est assez sympa. Cela étant dit, nous n'avons toujours pas vu comment comprendre un philosophe. Et plus largement, comment comprendre une philosophie. Nous avons vu qu'essayer de comprendre le philosophe en l'enfermant dans une temporalité, dans un contexte, c'est faire erreur. Nous avons vu qu'il faut être attentif à la démarche propre à chaque philosophe. Et que la compréhension d'un philosophe passe majoritairement par un échange, par une discussion entre son esprit et le nôtre. Mais quelle vision d'ensemble avoir de tout ça? Et quel ingrédient nous manque-t-il dans la recette de leur compréhension? C'est le dernier chapitre de notre réflexion. J'ai essayé de montrer que la compréhension du philosophe n'est pas de type mathématique ou scientifique, qu'elle n'est pas de type psychologique, qu'elle n'est pas de type historique, et qu'elle doit joindre une certaine universalité à une certaine personnalité. Elle doit être la compréhension d'une universalité personnelle, ou celle d'une personnalité universelle, comme vous voudrez. Compréhension d'une universalité personnelle qui ne peut porter ses fruits que si l'on s'inscrit nous-mêmes dans une démarche philosophique de compréhension de celle du philosophe. En somme, il faut être philosophe pour comprendre le philosophe, puisque c'est seulement dans l'attitude du philosophe que l'on repère les éléments nécessaires à leur compréhension, leur démarche, la saisie de la vérité qu'ils recherchent, leur personnalité, leur psychologie, ou encore la tendance dans laquelle ils s'inscrivent. Je suis toujours admiratif du fait que les philosophes travaillent à l'unisson dans leur quête de vérité. Descartes a beau avoir critiqué les sceptiques, il n'empêche que leur travail a très probablement inspiré sa façon de douter pour se rapprocher de la vérité. En un sens, Descartes constitue même l'héritage des philosophes et scientifiques qui l'ont précédé, et ceux qui ont suivi Descartes ont pu récupérer l'héritage du philosophe à leur propre compte. Ce qui est merveilleux, c'est que même l'adversité est propice au développement de la pensée. En effet, que serait la philosophie de Voltaire si Leibniz n'avait pas formulé l'idée qu'il avait de l'optimisme? Que serait la pensée de Socrate et de Platon s'il n'y avait pas eu les sophistes en face d'eux? In fine, la démarche de tout philosophe s'inscrit dans une démarche beaucoup plus grande, de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Une démarche qui fait de chaque philosophe un outil au service d'une certaine compréhension, d'une certaine vision du monde. Il faut être philosophe soi-même car on ne comprend la démarche d'un penseur qu'en l'entreprenant nous-mêmes, étant donné qu'elle implique des éléments compréhensibles seulement lorsqu'on fait de la philosophie. Comment repérer une démarche sans même philosopher? Comment comprendre le lien qu'il y a entre la quête d'un penseur et la vérité qu'il recherche sans faire de la philosophie? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui lie tous ces philosophes entre eux, c'est cette quête d'universalité, cette recherche de vérité. Et même si tous les philosophes ont des philosophies toutes différentes, il n'empêche qu'ils sont tous au contact de quelque chose de bien plus grand. Dans la philosophie platonicienne, c'est le monde des idées, superbement bien présenté avec l'allégorie de la caverne. En parlant de Platon, j'ai créé des pulls absolument géniaux dont l'achat vous permettra de soutenir financièrement la chaîne. Si porter des vêtements qui vous élèveront directement au rang des plus grands penseurs vous fait envie, et ça ne se résume pas qu'à Platon, vous pouvez tout retrouver directement sur ma page Utip. Le lien est en description. Dans la philosophie cartésienne, c'est Dieu et la vérité avec le retournement intellectuel que permet le doute méthodique. Tous partent d'un objet, quel qu'il soit,
pour s'élever à la condition de l'objet. Je crois même que toute vraie philosophie est une histoire élevée à l'essence. C'est pour cela qu'elle est à la fois personnelle et universelle. Toute vraie philosophie est finalement l'expérience personnelle d'un individu perdu dans le silence de l'univers, dont l'appel incessant concerne toute l'humanité entière. Car même si tout le monde n'est pas philosophe, n'avons-nous pas, in fine, les mêmes questionnements? Dieu, le temps, l'espace, le sens, seuls les moyens d'y répondre changent. Et c'est justement ce qui rend l'exercice intéressant. D'un autre côté, le philosophe est assez seul dans sa quête, puisque tout le monde ne partage ni sa démarche, ni sa personnalité, ni ses ambitions. Alors, il lance un appel. Il lance un appel au monde, à ses semblables, à ceux qui seront prêts à entendre ses réflexions les plus profondes. Et il ne progressera que si l'on répond à son appel. Pire, son appel n'aura de sens que si on y répond, puisque le philosophe ne travaille pas pour son petit plaisir, ni pour son argent, mais bel et bien pour élever l'esprit humain, pour élargir un peu plus le champ de la pensée humaine sur le monde impénétrable et mystérieux qu'est le nôtre. Ainsi, tout commence par une question, une attitude propice à la réflexion. Petit à petit, des curieux se rassemblent et pensent ensemble, de sorte à se rapprocher des vérités dont il est question. Et là émerge l'intelligence collective, l'avancée des sciences, des techniques et des savoirs, l'élévation de l'humanité par le développement de notre esprit. En ceci qu'elle nous permet de nous développer, d'élargir le champ des possibles, la philosophie mérite d'être connue de tous, et ne plus être une sorte d'abstraction moquée par les enfants, délaissée par les ignorants. L'importance de la philosophie prend tout son sens lorsqu'on réalise, dans notre chair, à quel point elle complète l'impermanence fondamentale de notre esprit. La démarche philosophique, c'est celle de l'esprit lui-même. Et c'est pourquoi elle est toujours à refaire, car l'esprit a toujours à se sauver. On ne peut comprendre un philosophe sans devenir soi-même un philosophe, sans se faire, à travers l'histoire et malgré l'histoire, le semblable des philosophes, sans retrouver cette éternité qui est celle de la philosophie. À ce propos, si la philosophie existe, c'est bien parce que nous sommes ignorants. Nous ne saurions philosopher si nous avions réponse à tout, si tout nous était donné dès le départ. Or, l'ignorant ne devient pas philosophe seul, car l'ignorant a besoin d'une démarche, d'un état d'esprit, d'un cadre propice au développement de sa pensée, propice au rapprochement de cette universalité. Puisque pour comprendre les philosophes, il vous faut devenir philosophe vous-même. Et étant considéré que le métier de philosophe commence une fois qu'on a reconnu son ignorance, il vous faut redécouvrir la façon dont un philosophe devient philosophe afin de les comprendre ensuite. Heureusement, nous sommes gâtés, car c'est justement ce que Voltaire, à travers l'un de ses ouvrages, a tenté de nous expliquer.